Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre journal de 13h. Voici les titres de ce mardi 22 avril. Les premières images du souverain pontife diffusées par le Vatican, moment de recueillement devant son cercueil dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe. Ces obsèques auront lieu samedi à 10h en présence de nombreux chefs d'État et de dizaines de milliers de fidèles. On retrouvera Raphaël Chapira en direct. Des inondations records en Dordogne, des évacuations ont eu lieu à Périgueux. L'eau est montée de plus de 3 mètres, on sera sur place. L'administration pénitentiaire de nouveau ciblée dans la nuit. Des interpellations ont eu lieu en Isère, près d'une prison, et des véhicules ont été incendiés à Caen. Dans votre 13h en France, on vous emmènera aujourd'hui à Fort-Boyard, l'un des joyaux de notre patrimoine, qui entame une rénovation d'ampleur. 3 ans de travaux, on a pu approcher au plus près. Et puis les trésors du Marais Poitevin qui attirent de plus en plus de touristes, des vacances au fil de l'eau pour découvrir la Venise verte, un plein de nature qui fait du bien. C'est donc une image pour l'histoire, celle du pape François dans son cercueil ouvert, encadré de 2 gardes suisses. La vidéo a été diffusée par le Vatican qui annonce par ailleurs, c'est l'information de la matinée, que ces obsèques se dérouleront ce samedi à 10h. Ambroise Boulay avec Charline Madini et Sylvia Caracciolo. Place Saint-Pierre, les pèlerins sont encore sonnés ce matin. La nouvelle de la mort du pape résonne dans toutes les langues. Et la douleur imprègne cette prière au chapelet, improvisée par ce groupe venu du Mexique. Je ressens beaucoup de tristesse, un grand vide. Je n'ai tout simplement pas les mots, parce que jamais nous n'aurions imaginé vivre une journée aussi triste. Le visage du pape François s'affiche partout. C'est l'unique nouvelle qui capte toutes les attentions. D'habitude, ces journaux-là ne parlent que de sport. Mais là, la nouvelle est tellement importante. Ce pape a fait l'histoire. Alors il fait même la une des journaux sportifs. Je ne suis pas catholique, je ne suis même pas chrétienne, mais j'aimais sa vision du monde, alors je me sens triste. Comme le veut le rituel, les appartements du pape ont été placés sous scellés. Et voici les premières images du pape François dans son cercueil ouvert dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe où il vivait. Un chapelet dans les mains, sa dépouille embaumée sera ainsi exposée au public de la basilique Saint-Pierre dès demain matin, où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. Les cardinaux, réunis dans une première congrégation générale ce matin, ont fixé à huis clos la date des obsèques, samedi à 10h. Autour du Vatican, ceux qui décident des prochaines étapes sont attendus par des forêts de micros, mais restent avares en détail. Le plus important maintenant, c'est la prière. Nous accompagnons le pape avec nos prières. Pour le moment, nous nous occupons surtout de l'organisation des hommages de ces prochains jours, notamment parce que le pape François a voulu que ces journées de deuil soient plus sobres qu'auparavant. En plus d'un deuil de 9 jours au Vatican, l'Italie se prépare à observer un deuil national jusqu'aux funérailles. Oui, Rome qui s'apprête donc à accueillir le monde entier pour ses obsèques qui se dérouleront place Saint-Pierre. On y attend de nombreux chefs d'État et de gouvernement, Donald Trump et Emmanuel Macron notamment, ainsi que des milliers de fidèles. Le pape sera ensuite inhumé à la basilique Sainte-Marie Majeure et non au Vatican. Raphaël Chapira avec Florence Crimon et Lorenza Penza. À peine 24 heures après l'annonce de sa mort, les préparatifs ont déjà commencé sur la place Saint-Pierre. Déjà nombreux à Rome en cette année de jubilé, des centaines de milliers de fidèles sont attendus ici même pour les obsèques de François samedi, mobilisant déjà des forces de police supplémentaires. De nombreuses personnes se rendent au Vatican et les services ont été immédiatement renforcés. Des collègues des différentes forces de police et des différentes structures, ainsi que des bénévoles de la municipalité arrivent pour nous prêter main forte dans cette gestion, car le travail est considérable. Au-delà des fidèles, des dizaines de chefs d'État sont également attendus ici. Emmanuel Macron, Donald Trump ou encore Volodymyr Zelensky ont déjà fait savoir qu'ils seraient présents. Le roi Charles, l'un des derniers à l'avoir rencontré, pourrait bien lui aussi faire partie des invités. Un événement planétaire déjà commenté par les télévisions du monde entier. Comme pour celle de Jean-Paul II, les obsèques de ce pape en exercice devraient faire déplacer de nombreuses délégations étrangères. Même si celles-ci seront un peu différentes de celles de ses prédécesseurs, il y a quelques mois, François avait déjà fait simplifier le rite, exigeant non plus 3, mais un seul cercueil pour accueillir sa dépouille.
Par certains aspects plus simples que les obsèques de Benoît XVI qu'il avait lui-même célébrées. Une exigence de sobriété qui touche les fidèles. C'est des détails qui font que ça nous rappelle encore son côté humble, donc c'est assez respectueux. Dans son testament publié hier, le souverain pontife a également confirmé son souhait de ne pas être enterré à la basilique Saint-Pierre, mais à Sainte-Marie-Majeure de Rome, si chère à son cœur, une première depuis plus de 300 ans. Et on le disait, le président Emmanuel Macron sera donc présent en déplacement à La Réunion. Il s'est rendu ce matin à la cathédrale de Saint-Denis pour un hommage justement au pape François. Il a donc confirmé sa venue à Rome. Bonjour Raphaël Chapirin, on vous retrouve en direct place Saint-Pierre où on attend, je le disais, des dizaines de milliers de fidèles qui commencent à affluer. Oui, on attend, les estimations se trouvent à peu près entre 250 000 et 300 000 fidèles qui pourraient venir ici pour ces obsèques et peut-être plus, parce que vous savez, c'est un week-end extrêmement chargé ici à Rome. La veille des obsèques, c'est la fête nationale, la fête de libération du fascisme qui fait venir toujours de nombreux spectateurs. Et puis, ce sera aussi le début du jubilé des adolescents et des jeunes qui a été maintenu. Donc voilà, les forces de sécurité ont été déployées, ont été renforcées, en plus de la police d'État, la police fluviale patrouille et je ne sais pas si vous les entendez, mais des hélicoptères survolent actuellement la zone. Entre 250 000 donc et 300 000 fidèles, mais vous savez, pour Jean-Paul II, il y avait eu 1 million de personnes ici sur la place Saint-Pierre, ça pourrait donc être plus, et il y avait eu jusqu'à 2 millions de spectateurs pour suivre les obsèques depuis les écrans géants dans les rues de Rome. Merci à Raphaël pour ces précisions. Et hier soir, des veillées, des prières ont eu lieu comme place Saint-Pierre, comme ici place Saint-Pierre sur les images qu'on va découvrir, au Vatican où il y avait de nombreux fidèles, très émus évidemment par la disparition du pape, tout comme à Notre-Dame de Paris ou encore à Lourdes où les fidèles ont appris sa disparition lors de leur pèlerinage. Des prières ont eu lieu devant le sanctuaire. Vive émotion également en Corse qui avait accueilli le pape François en décembre dernier. C'était son dernier déplacement à l'étranger. Sur place, chacun se souvient de ce moment historique. Didier Brignan avec Virgilie Hadot. Sur la place Saint-Nicolas, au cœur de Bastia, beaucoup ont les yeux rivés sur le journal. J'ai eu des frissons dans les jambes et dans le dos. Mais c'était une réaction physique. Je veux dire, autrement, je n'ai pas pleuré. Hein, mais je sens que ça m'a fait quelque chose quand même. C'est sur l'île de Beauté que le pape François a effectué son dernier voyage. C'était le 15 décembre dernier, à Ajaccio. Une visite historique pour la Corse. Un moment de ferveur que personne n'a oublié ici. On était fiers de voir qu'il était venu, qu'il bénissait les enfants, les personnes âgées. C'était beau. C'était très beau, on était très fiers. Voilà. Pour nous, c'était quelqu'un de la famille. Hein. Vous voyez, c'était quelqu'un de la famille, c'était pas un pizzout qui débarquait. Non, là, il était avec nous. On se sentait proche de lui. À l'église Notre-Dame de Lourdes, les fidèles continuent de se recueillir, des prières et des bougies pour rendre hommage à un pape qui a su tisser un lien particulier avec la population et les prêtres corses. Il est venu chez lui, et il le disait d'ailleurs lui-même, hein, je me suis ici senti comme à la maison. Et nous aussi, on avait l'impression d'avoir un grand frère qui venait nous visiter, et qui est venu pour renforcer notre foi, notre manière de vivre l'Église. Un sentiment partagé par les fidèles. Nous prions pour lui. Nous avons été très, très honorés de sa venue en Corse. Et aujourd'hui, on ne peut que souhaiter que Dieu ait son âme et que Dieu veille sur son Église. Ce soir, une messe en hommage au pape François se tiendra en l'église Notre-Dame de Lourdes, à Bastia. Oui, ce qui revient énormément dans les différentes réactions, c'est aussi l'image de simplicité qu'il dégageait aux yeux des fidèles, son anticonformisme. Un pape qui a souvent cassé les codes, disent certains, comme nous l'expliquent Alexandre Porte, Émilie Queneau et Noé Salem. Beaucoup de ceux qui ont croisé la route de François conservent l'image d'un pape simple, proche des gens. À commencer par ses fidèles argentins. Eux l'ont connu avant son élection, ici, dans son église de Buenos Aires. Juana Jiménez, dont il a baptisé la fille, se souvient d'un homme qui se souciait de tout le monde. Il ne faisait pas de différence entre les gens, ceux qui étaient pauvres ou pas. Pour lui, tous les gens étaient égaux. Il se retroussait les manches et venait discuter avec tout le monde. Il ne faisait pas de distinction. Un pape populaire, à l'image du sport dont il était un amoureux,
le football, s'affichant aux côtés de la légende argentine Diego Maradona. Même élu souverain pontife, il restait un fervent supporter de son équipe de cœur, San Lorenzo, et avait conservé sa carte d'adhérent, devenant avec le temps l'un des emblèmes du club de Buenos Aires. Depuis qu'il est enfant, il adore le football. C'est pour ça qu'on le surnomme ici le pape qui aime le football. À Rome, il n'hésitait pas à se déplacer lui-même pour faire certaines courses, chez l'opticien ou le disquaire. Des images qui ont marqué les fidèles. Très proche des gens et pas vouloir être au-dessus. Mais en même temps, c'est ça aussi la religion, quoi. C'est pas être au-dessus, c'est être comme tout le monde, être proche des gens. Et en plus, lui, il le faisait en acte. Il le disait pas que, il le faisait en acte. Une proximité qu'il aura entretenue jusqu'au bout, s'offrant un dernier bain de foule la veille de son décès. Et cette disparition du pape François fait évidemment la une de tous vos journaux. Le pape du peuple, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Le pape des pauvres, ajoute la Dépêche du Midi, ou encore la Nouvelle République. Et la tonalité, vous le voyez, est la même dans le reste de la presse. Alors, question maintenant. Qui pour lui succéder? Les cardinaux doivent maintenant se réunir en conclave pour élire le nouveau pape dans un délai de 15 à 20 jours, selon la constitution apostolique. Et déjà, plusieurs noms circulent, et notamment celui d'un Français, le cardinal Jean-Marc Aveline, qui est archevêque de Marseille. Marianne Buisson avec Jamila Mimouni et Mathias Barois. Qui pourrait succéder au pape François? À la basilique de Lisieux, devant les reliques de Sainte Thérèse qu'affectionnait le pape défunt, l'heure est au recueillement, mais aussi aux interrogations sur le profil de son successeur. Du moment qu'il est bon et qu'il s'occupe des gens et qu'il fasse le mariage des prêtres. On espère que ça sera un bon pape aussi, voilà, qui sera tourné vers les autres, comme il l'était lui aussi. Et pourquoi pas un pape français? Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. En 2023, il a reçu le pape François dans la cité phocéenne. Même ligne progressiste et potentiel successeur. Hier soir, après la veillée pour François, il s'est offert un bain de foule avant de partir au conclave. J'y vais comme une grande retraite spirituelle. Voilà. Et puis advienne que pourra. Pour moi, je me dis c'est le prochain pape. J'espère, j'espère pour lui. Hein. C'est à Rome que les 135 cardinaux vont élire le nouveau pape. Déjà plusieurs noms circulent. Pietro Parolin, Matteo Zuppi, tous deux italiens, connus pour leur engagement social. Réputés plus conservateurs, le Guinéen Robert Sarra et l'Allemand Gerhard Müller sont également parmi les favoris. Mais loin de Rome, et la bataille de succession qui s'annonce, comment les fidèles voient-ils le prochain pape? Prochain pape, des messages de paix dans le monde, d'apaisement surtout. Que ce soit au moins le même que celui qui vient de disparaître, hein, qu'il ait au moins les mêmes idées, les mêmes pensées, et puis qu'il aille vers tout le monde. Hein. L'élection du nouveau pape pourrait intervenir d'ici un mois. Dans le reste de l'actualité, en Isère, c'est peut-être une nouvelle attaque de prison qui a été déjouée. 3 personnes ont été interpellées dans une voiture la nuit dernière avec à bord un bidon d'essence. La veille, ce sont 2 maisons d'un quartier où résident des agents pénitentiaires qui ont été prises pour cible par des tirs d'armes à feu. Le parquet antiterroriste a été saisi. Les explications avec Éric Pelletier, Étienne Prigent et Valentin Casanova. La pression contre les agents pénitentiaires ne retombe pas. Nouvelle attaque la nuit dernière, cette fois dans l'ouest de la France. À Caen, vers 2 h du matin, 4 voitures sont parties en fumée. C'est des choses qui ne sont pas fréquentes. Et là, on voit très bien que depuis une petite semaine, dans tous les établissements, il se passe des incidents en service de nuit. Donc, je ne suis pas détective, mais je pense qu'on fait tous le lien. Des incendies à Caen, mais des tags au domicile d'un surveillant à Hermes, des survols de drones à Lutterbach, Saint-Quentin-Falavier ou encore Lannemezan. Ce matin, Gérald Darmanin assure que plusieurs attaques ont été dissuadés. La nuit dernière, près de la prison de Vars en Isère, 3 hommes ont été interpellés par les gendarmes dans une voiture en possession d'un bidon d'essence. Hier, c'est un surveillant de la prison de Fresnes qui a déposé plainte. En rentrant chez lui, il dit avoir été suivi par un groupe de 5 personnes. L'un d'eux aurait menacé. Surveillant, tu as peur maintenant?
À Villefontaine, en Isère, la justice enquête sur ce qu'elle qualifie désormais de tentative d'assassinat. Jet de cocktail Molotov contre 2 pavillons et ce rafalage dans la nuit de dimanche à lundi. La vidéo a été postée hier sur les réseaux sociaux. Les assaillants ont cru par erreur que la maison appartenait à une surveillante dont le nom a été tagué sur la porte du garage. Un choc pour les riverains. Les méthodes, c'est inquiétant, oui. C'est pas rassurant, parce que maintenant, on s'attaque à n'importe qui, n'importe où. Au total, le parquet national antiterroriste est saisi de 13 faits, dont 3 visant des domiciles d'agents pénitentiaires. Oui, et puis à Rennes, les 4 suspects de la fusillade qui a fait 4 blessés en pleine journée ont été mis en examen. Ils sont âgés de 21 à 23 ans. Ils ont été écroués et en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Les intempéries maintenant qui continuent dans le sud-ouest. 5 départements sont toujours en alerte orange. À Périgueux, la crue a même battu le record de 1993. L'eau est montée de plus de 3 mètres. Noé Poitvin. À Saint-Astier en Dordogne, on ne distingue plus les jardins de la rivière. Des voitures prises au piège, des entrées de maisons inondées. Certains habitants ont dû quitter leur logement, emportant avec eux quelques sacs et quelques provisions. Là, on va dormir chez la famille. Il n'y a plus rien. Tout est inondé. On voit même plus la hauteur du WC, on voit plus rien. Tôt ce matin, le camping a dû être évacué par les pompiers. Aujourd'hui, la maire de la commune scrute le niveau de l'eau. Alors moi, j'ai jamais vu l'eau aussi haute. On n'a jamais eu besoin d'évacuer le camping. 20 km en amont, Périgueux. Le pic de crue a été atteint la nuit dernière, 3,43 m, un record. Ses habitants rencontrés ce matin sont déboussolés. C'est en train de descendre, mais les caves sont complètement inondées. On a perdu beaucoup de choses. Certains ont même perdu leur voiture. C'est pas très grave parce qu'elle est très ancienne, mais je vais quand même la perdre. Après, je m'en tire quand même relativement bien par rapport à d'autres maisons qui sont totalement inondées dans la rue, quoi. Cet agriculteur céréalier, lui, ne cache pas son inquiétude. Ses champs sont inondés et le pic de crue n'est peut-être pas encore arrivé. Les semis sont perdus totalement sur mon exploitation, une surface de 15 hectares sous l'eau, c'est une perte de chiffre d'affaires, un risque de perte de chiffre d'affaires de 40 000 €. À la mi-journée, la rivière Lille est toujours en vigilance orange pour risque de crue. Oui, l'eau continue de monter en Dordogne où une centaine de personnes ont dû être évacuées. Seule nouvelle rassurante, à Montignac-Lascaux, la décrue a commencé et l'heure est au nettoyage, comme nous l'expliquent Julien Dubois et Marie-Pierre Cassignard. Racler la boue pour l'évacuer vers la Vézère. Depuis ce matin et la décrue du cours d'eau, l'heure est au nettoyage dans ce quartier de Montignac. La terrasse de ce restaurant a été soulevée par l'eau. À l'intérieur de l'établissement, ce cuisinier espère rouvrir d'ici une semaine maximum. Mais avant ça, il reste beaucoup à faire. Nettoyer tous les murs, essayer de voir si c'est pas passé trop en dessous, parce que le problème c'est un parquet, donc il y a des chances qu'il y en ait en dessous. Donc peut-être que je vais être obligé d'enlever un peu le parquet pour nettoyer dessous, pour reposer, sécher. Et du boulot. Sur cette place, l'eau s'est retirée et laisse derrière elle une épaisse couche de boue. Ouais, t'aimes bien, mais bon, ça va parce qu'on le fait assez rapidement derrière la décrue. Ça se fait assez facilement. Parce que si on attend trop longtemps, ça sèche et c'est beaucoup plus difficile à nettoyer. Depuis le temps qu'on n'avait pas fait le ménage, arrose les fleurs. Depuis son installation il y a 7 ans, cette habitante a connu plusieurs inondations et a adopté les bons réflexes pour minimiser les dégâts. Il faut juste être organisé et savoir nettoyer quand il faut. Rien mettre en bac de précieux ou qu'on ne peut pas partir. Voilà, ça fait partie. On a la beauté de la rivière, mais on a aussi les problèmes de la rivière. Pour tout remettre en ordre dans ce bar, les salariés peuvent compter sur la solidarité de leurs amis venus donner un coup de main. C'est toujours embêtant à faire et puis ça nous coupe la saison. Après, là, voilà, comme on disait, on a les copains du rugby par exemple qui viennent nous aider, tout ça, donc ça fait des bons souvenirs. À Montignac, la boue va céder la place aux terrasses d'ici la fin de la semaine. Ouais, 5 départements, soyez vigilants, sont toujours placés en vigilance orange, risque cru. La Corrèze, la Charente-Maritime, la Gironde et donc la Dordogne, on en a parlé.
L'émotion maintenant, l'émotion à Palavas-les-Flots, près de Montpellier, où un adolescent de 13 ans a été emporté par la houle. Il était en famille à la plage, son petit frère a lui pu être secouru in extremis. Un drame qui pose la question une nouvelle fois de la sécurité sur les plages, car la baignade à cette période n'est pas surveillée. Véronique Gaglione avec Françoise Mazou et Christelle Chabot. Ce matin, à Palavas, seuls quelques touristes mettent les pieds dans l'eau, pas plus. Même si la mer est redevenue calme, tout le monde garde en mémoire la dramatique noyade de dimanche. Cette grand-mère ne lâche pas des yeux ses petits-enfants. Surtout après une tempête, quand il y a des rochers, la mer elle a creusé et du coup c'est beaucoup plus profond et les enfants ils ne savent pas évidemment. On n'est pas à l'abri de faire un malaise, on n'est pas à l'abri de pas être, de pas savoir correctement nager, de ne pas être armé face à des courants qu'on n'attend pas. Ça paraît calme sur le bord, mais rien que les vagues qui frappent les jambes, elles sont quand même pas anodines. Ce restaurateur était au service dimanche, juste à côté. Il n'a réalisé le danger qu'après l'accident. Il y avait pas mal de vagues, c'est pour ça qu'il y avait des surfeurs. Les surfeurs viennent sur cette plage-là uniquement quand il y a des vagues. Donc la mer était assez agitée, mais rien de très alarmant, je dirais, au premier abord. Dimanche, un vent marin a créé ici des courants dangereux, entraînant un jeune baigneur de 13 ans. Il a été recherché pendant près de 20 heures, puis retrouvé, noyé, hier. Les écoles de voile ce matin ne cessent d'alerter leurs clients sur les dangers de cette mer en apparence calme. Vous voyez cette digue là-bas, il n'y a aucun danger, mais en fait, il y a un trou de 3 mètres autour de cette digue, sur 5 mètres autour. Et donc les jours où il y a de la houle, en fait, non seulement on perd pied, mais en plus il y a un courant qui nous amène au large. Il y a des panneaux, mais aucun drapeau rouge à cette époque de l'année. Les postes de secours n'ouvriront ici que le 29 mai, les week-ends, et à partir du 5 juillet, à temps plein. Cette mauvaise nouvelle pour les acquéreurs d'une voiture électrique, la carte grise sera désormais payante, et cela à partir du 1er mai prochain. Jusqu'à présent, cela n'était pas le cas. À part les Hauts-de-France, toutes les régions seront a priori concernées. La raison à cela, faire rentrer de l'argent dans les caisses. Luc Bazizin nous explique tout avec Emmanuel Binet et Antoine Morel. La carte grise gratuite pour les véhicules électriques, c'est fini dans la plupart des régions. À compter du 1er mai, il faudra s'acquitter de la même taxe que celle payée pour les véhicules thermiques. Pas de quoi troubler les automobilistes rencontrés à Poitiers ce matin. Déjà, je n'avais pas trop envie, mais alors encore moins maintenant. Ça ne m'inquiétera pas du tout à acheter une électrique. Pourquoi ils ne paieraient pas comme nous? Non, je trouve que c'est tout à fait normal. Quant à cette propriétaire de voiture électrique, elle ne changera pas d'avis. Est-ce que ça pourrait vous dissuader pour votre prochain achat? Alors pourquoi? Parce que je pense que l'électrique, c'est quand même un petit peu l'avenir et non. Concrètement, il faudra payer jusqu'à 300 € pour une R5 e-Tech de 5 chevaux, 350 € pour une Peugeot i3008 ou 750 € pour cette Tesla. Soit une moyenne de 50 € par cheval fiscal. L'exonération de taxes n'aura duré que 5 ans pour les véhicules électriques. Les avantages liés à l'achat d'une voiture électrique se raréfient. À partir du moment où ce sera généralisé et obligatoire, évidemment, l'État ne va pas continuer à subventionner l'achat de voitures électriques. C'était absolument couru d'avance. Mais il y a des disparités en fonction des régions. Du plus cher, 60 € pour la Bretagne, le centre Val-de-Loire et la Normandie. Au moins cher, 43 € en Corse et en Auvergne. Seuls les Hauts-de-France continuent d'assurer la gratuité. Les taxes sur les immatriculations représentent la 3e rentrée fiscale la plus importante des régions. En Charente-Maritime, bientôt le coup d'envoi des travaux de sauvetage de Fort Boyard. Ils vont débuter cet été. Ils s'annoncent titanesques. Une durée de 3 ans, une addition de 44 millions d'euros car l'édifice est menacé par l'érosion. Une cagnotte a d'ailleurs été lancée et elle a plutôt bien fonctionné. Mélanie Ravier avec Marie Hollander. À 7 km de la côte, entre l'île d'Aix et d'Oléron, à bord de ce bateau, ces vacanciers viennent admirer le célèbre paquebot de pierre qui, dans moins de 3 mois, va se refaire une beauté. Il est quand même abîmé, c'est sûr. Hein. Ouais. La mer, ça, l'érosion, s'ils n'ont pas fait beaucoup de travaux depuis qu'il a été construit, c'est sûr que... Ça nous fait plaisir qu'il soit restauré parce que c'est aussi pour son entretien et pour son avenir, je pense. Car en 160 ans d'existence, Fort Boyard s'est dégradé.
Depuis sa création, l'éperon pour casser la vague, tout comme le havre d'accostage, ont été engloutis par les eaux. Quant au talus censé protéger les fondations, lui aussi s'abîme de jour en jour. Une seule solution, un chantier titanesque, 3 ans de travaux et 44 millions d'euros, un montant qui divise les passagers. Oui, on voit que c'est nécessaire pour qu'ils puissent tenir encore de nombreuses années. C'est quand même très conséquent comme travaux. En effet, pour ce budget-là, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup. Si l'architecte Vauban disait qu'il était plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareil besogne, ce n'est pas l'avis du département qui espère bien financer le chantier du fort. On espère à peu près 6 millions d'euros de subventions. On a des emprunts à long terme. Et ensuite, on a une partie un peu plus originale de recherche de financement par du don et du mécénat. Côté don, la cagnotte a récolté près de 145 000 euros en 4 mois. Quant au jeu d'aventure, rassurez-vous, il reprendra bien ses quartiers d'été à Fort Boyard. Et oui, on connaît tous la musique, évidemment. Dans votre trésor en France, direction d'abord la magnifique région du Marais Poitevin qui fait le plein de vacanciers en ce moment. C'est un peu la nouveauté désormais, la Venise verte comme on l'appelle. Séduit toute l'année et concurrence même, paraît-il, les stations de ski pour des vacances au plus proche de la nature. Thierry Curté nous emmène sur place avec nos équipes en région. Embarqué pour la Venise verte, pour vivre une découverte en famille qui attise la curiosité. Ça a été creusé ici. Ici, ça a été creusé par l'homme. Les marais sont pas du tout naturels. Les canaux serpentent au milieu du parc naturel du Marais Poitevin, au sud de la Vendée. C'est magnifique. Hein. C'était le rêve de mon mari. Il voulait voir le Marais Poitevin et on s'est dit, écoutez, bonne opportunité, Pâques, Marais Poitevin. Les vacances de Pâques, c'est justement le début de la saison sur l'eau. J'avais toujours entendu parler du Marais Poitevin, donc là je suis heureux. Super. On a vraiment de tout, ça va du silure au gardon, en passant par la truite quand il y a des lâchers, le black bass, le brochet. Malgré la première affluence, les bateliers trouvent toujours un canal silencieux au milieu des centaines de kilomètres de voies d'eau. Les professionnels, les touristes profitent d'une météo bien meilleure que l'année dernière. Nous avions la malchance l'année passée d'être sous l'eau. Le marais était totalement inondé, alors que cette année, le marais connaît un niveau d'eau tout à fait normal. La météo est un peu frisquette en bord de mer, alors les premiers touristes préfèrent les rives du Marais Poitevin. La bonne surprise pour ce restaurateur. Je suis désolé. Qui a dû refuser du monde. À l'intérieur, c'est complet à 100%. Ça fait du bien de reprendre le travail dans des conditions comme ça, même avec un temps gris, avoir du monde comme ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Ouais. Bonjour messieurs, dames. Mais cette fraîcheur n'a pas encouragé les séjours au camping. On est sur le départ ou quoi ? 75% d'occupation pour les mobilos, mais seulement 35% pour les emplacements. Pour la suite, il se veut optimiste. Bon, cet été, on est en avance sur les réservations. Ça s'annonce plutôt bien. C'est mieux que les années précédentes. Le Marais Poitevin accueille chaque année 600 000 visiteurs. Votre trésor découverte qui nous emmène cette semaine au cœur de l'Allier, connu pour ses termes, mais aussi ses élevages, ses vignes, des trésors que font vivre les habitants amoureux de leur terroir et que nous avons rencontrés, comme Jérôme ou encore Denis, qui est viticulteur depuis près de 30 ans. Cette semaine, le trésor s'invite donc chez vous avec Laetitia Legendre, Audrey Burla et Emma Noël. L'appel puissant des prés. Durant 4 mois, ces vaches et leurs petits sont restés bien calfeutrés dans l'étable, loin des morsures de l'hiver. 300 charolaises que la famille Guerrier élève avec passion depuis 5 générations. Avec le printemps qui s'éveille, un vent de liberté souffle sur l'Allier. C'est la saison qui va démarrer, ouais, on travaille au grand air, en famille, donc c'est le bonheur. Ils aiment bien, les bêtes aussi aiment bien. Hein. Ah ben oui, c'est le moment où elles préfèrent, je pense, oui. Il faut essayer de les élever dans le calme. Nous, on y va toujours en douceur avec, et donc ils nous le rendent derrière. Cette semaine, le Trésor chez vous vous invite au centre de la France, dans le département de l'Allier. Un patrimoine riche, un terroir contrasté que des familles ont préservé patiemment des siècles durant. Comme Jérôme et ses fils, qui présentent au concours agricole des bovins d'exception. Denis
vigneron de Saint-Pourçain qui fait chanter avec les siens ses terres et son raisin. Caroline, restauratrice vietnamienne et bourbonnaise, trait d'union entre deux cultures. Sylvie et ses collègues de la station thermale, aux petits soins pour les curistes qu'ils accueillent. Bonjour le Trésor, bienvenue chez nous. Allez-y, messieurs, dames. Au terme de Bourbon-l'Archambault, la saison démarre tout juste. Dès 7h du matin, pour la responsable des soins, Sylvie Lindron. Bonjour Nathalie, Valérie. Bonjour Camille. Bonjour. Rapide inspection des troupes. Là, ça y est, l'inspection est... Il m'en manque une. Ah bah tiens. Bonjour, comment ça va bien? Vous faites combien de kilomètres, Sylvie, chaque jour? Entre 6, 8, et puis là, en pleine saison, ça peut aller jusqu'à 10. Hein. Ça maintient en forme. Hein. Un retour aux sources pour cette native du Bourbonnais chargée d'accueillir les nouveaux curistes et de leur faire découvrir les secrets de la station. C'est votre première cure? Première cure, première journée, je démarre tout. Première fois, bah, très bien. Ils ont 3 semaines pour se refaire une santé. Ils ont un peu peur, oui, mais après ils sont à l'aise. Je les mets à l'aise. Ils se retrouvent un peu mis à nu, là, comme ça. Bah, complètement. On sait un petit peu pourquoi ils sont là. On va leur demander voilà, leur douleur. Enfin, oui, on rentre dans leur intimité, oui, complètement. Hein, mais bon, ils se livrent. Ils se livrent. Allongez-vous sur les dos, s'il vous plaît. Sur les dos. Gynécologie, rhumatologie. Depuis l'Antiquité, les thermes de Bourbon-l'Archambault sont réputés pour leurs bienfaits. À droite, à gauche. Des os pour soigner les os. J'ai de l'arthrose cervicale, j'ai de la tendinite sur une épaule, sur les 2 épaules. Et donc c'est... Un peu cassé. Un peu. Oh là là, attention, monsieur Jean. Ah non, 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 non. Hein. Bon, ça a été, monsieur Minot? Très bien, très positif. Oh, je suis décontracté, relaxé. Je vais peut-être même faire une petite sieste cet après-midi parce que je suis un peu schlagadal. À une quinzaine de kilomètres, plus insolite, Noyant d'Allier et sa communauté de rapatriés venus d'Asie. Caroline Guyenne, elle aussi, débute la saison avec impatience. Un poulet, champignons noirs et bambou, et un porc au caramel. 2 parts de nouilles. Cette Vietnamienne d'origine a repris et agrandi avec sa famille l'un des principaux restaurants de la commune. Vous n'arrêtez jamais, Caroline? Non. Ça dépend. Voilà, jusqu'à 6h30 comme ça. Parmi ces gourmands, beaucoup d'habitués, dont de nombreux curistes comme Marie-France et son mari Jacques, venus de Touraine pour 3 semaines. Qu'avez-vous commandé? Je sais pas, mais c'est bon. Des nouilles sautées aux légumes. C'est très bon. Ça fait partie des plaisirs du Bourbonnais. Et puis c'est chez Caroline. Hein. Alors chez Caroline, systématiquement, on y vient. C'est un personnage. On l'appelle Madame 300 000 volts. Gilbert Bécaud, il peut se rhabiller. Hein. Et non, mais elle est adorable. Caroline a même été élue Bourbonnaise de l'année. Une immense fierté pour elle. Noyant est le village qui a accueilli les rapatriés d'Indochine. Et lorsque je suis arrivée à Noyant, je suis tombée amoureuse de ce village. Pour moi, c'est vraiment une terre d'accueil. J'essaye de prendre le meilleur des 2 côtés de la culture vietnamienne et bourbonnaise. Et dans la culture bourbonnaise, le vin de Saint-Pourçain tient une place de choix. Après un long sommeil, les vignes reprennent de la vigueur. Il faut préparer le sol et guider les rameaux afin de favoriser leur croissance. Une opération fastidieuse mais cruciale pour Denis Barbara, vigneron, depuis bientôt 30 ans. Là, il y a les Jalouettes. On vient de voir des hirondelles. On a de l'air, on respire. Nous, on a un bureau à ciel ouvert. Franchement, je me vois pas du tout dans un bureau avec une clim, 3 écrans. Moi, j'ai besoin de respirer. Le grand air. Ce bœuf de plus d'1 tonne en a lui aussi plutôt bien profité depuis 3 ans. Allez, hop, allez. Il fait partie des 4 bêtes que la famille Guerrier va présenter au grand concours agricole de Varennes-sur-Allier. Des formes généreuses, une croupe avantageuse qu'il faut bichonner pour espérer séduire le jury.
De la tonte et puis une petite douche, personne n'est contre. En fait, vous en prenez autant soin que d'une femme? Peut-être des fois plus. Il faut soigner chaque détail, car le concours est dans moins d'une semaine. C'est important pour le point de vue présentation, pour que les muscles ressortent bien une fois tondus, qu'on voit le moins de défauts possible, quoi. Il a tous les atouts pour lui, quoi. Donc il est très fin. Il a un cuir qui est exceptionnel, c'est-à-dire le cuir, c'est la grosseur de la peau. Hein, il est très très fin. Donc pour un bœuf, c'est rare d'en voir comme ça, quoi. Ils espèrent voir récompenser le fruit de 3 années de travail acharné durant ce prestigieux concours agricole qui existe depuis plus de 160 ans. De belles histoires, avec évidemment la suite demain. Allez, un mot de cinéma et du Festival de Cannes. Regardez, voici non pas une, mais les 2 affiches officielles de la 78e édition, avec un hommage au film, vous l'avez reconnu, Un homme et une femme, Claude Lelouch, qui avait remporté la Palme d'Or en 1966. Le Festival de Cannes, ça débute le 13 mai prochain sur la Croisette, et c'est à suivre évidemment sur France Télévisions. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo, Sébastien Thomas, qui nous annonce encore des averses. À 20h, vous avez rendez-vous avec Julien Arnaud. Et nous, on se quitte avec ces belles images. Regardez la 38e édition des rencontres internationales de cerf-volant de Berck-sur-Mer, qui est, paraît-il, la capitale mondiale du cerf-volant, dans le Pas-de-Calais, avec ces baleines dont certaines mesurent plus de 30 mètres. Ça s'est terminé hier. Passez une très très belle journée. À demain, 13h. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.